la collaboration avec la police était essentielle. Et évidemment, on n'allait pas, nous, prendre en charge une enquête, etc. Mais quand il arrivait qu'une femme ait le courage, on respectait son choix, mais quand elle avait le courage d'aller dénoncer ce genre d'abus, on l'épaulait et on l'encadrait au niveau juridique. Oui. Alors, vous avez fait ce travail-là de soutien aux femmes exilées, émigrées, combien de temps? En quelques années, oui. Quelques années, 3-4, oui. oui. 3-4. Oui. Et puis moi, vous en avez eu marre, si je peux m'exprimer ainsi, parce que vous avez laissé tomber ça. Mais avant cela, il y a quand même pas seulement les violences physiques, parce que vous me dites qu'il y a aussi les violences administratives qui ne sont pas moins importantes. Oui, oui, c'est vrai. Dans la violence, on appelle ça au Canada, parce que les Canadiens sont très en avance sur l'analyse sociétale. On appelle ça effectivement la violence systémique, oui. La violence du système. Oui. Et ça touchait particulièrement ces femmes fragilisées, totalement démunies par rapport à la paperasse administrative. Oui. Et ces femmes se retrouvaient souvent dans des situations difficiles de devoir prouver que oui, elles pouvaient obtenir, elles étaient demandeuses d'asile, mais comment prouver et convaincre le tribunal que leur demande était légitime? Parfois, c'était un casse-tête administratif très très douloureux, et parfois, ça se terminait par une expulsion. Donc, quand vous avez des enfants scolarisés, parce que la procédure prend 2-3 ans, et pendant 2-3 ans, au moment où vos enfants commencent à se stabiliser et qu'on vous expulse, c'est pas évident. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est ça, dans ce cas-là, la demande d'exil. C'est ça la grande équation. La demande d'asile doit aboutir à un statut de réfugié. Oui. Et quand le statut de réfugié est rejeté par le tribunal, oui. C'est renvoi immédiat. Oui. Alors, au moment où vous avez laissé tomber cela, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous en avez eu marre, comme on dit, bien, vous avez envie de voir autre chose, de porter... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais où vous êtes allé après, mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé d'avoir abandonné ces femmes à leur sort. Alors, je ne les ai pas abandonnées à leur sort. Hein. Nul n'est indispensable. Mon père dit tout le temps, les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient indispensables. Oui, c'est ce qu'on dit. Donc, je pense que je ne suis pas du tout indispensable nulle part. En réalité, on vit avec une équipe d'intervenants sociaux, de psychologues, etc., qui sont des gens qui emmagasinent toute cette souffrance au jour le jour, qui parfois gèrent difficilement la souffrance et dans certains cas, certaines intervenantes, c'est en général des femmes, sont des femmes qui elles-mêmes ont subi des traumatismes. Donc ça réveille, à chaque fois qu'elles aident une femme en difficulté, ça peut réveiller certaines souffrances. Et là, il s'est passé qu'il y a eu une sorte d'atmosphère un peu toxique qui s'est installée entre mes employés, entre les collègues, et simplement parce qu'il y avait une personne en particulier qui vivait très très mal ses propres souffrances, et en fait, elle n'était pas à la bonne place. Il ne fallait pas qu'elle travaille là. Donc, c'est clair que moi-même, je prenais beaucoup trop je donnais beaucoup trop et j'avais besoin de me reposer. Ouais. J'avais besoin sérieusement de souffler et de revenir à quelque chose de plus aérien et de plus léger. Oui, et quelque chose que vous préférez peut-être, l'art, les premiers amours. Les premiers amours. Oui. Les premiers amours, l'art. Oui. L'art, le monde artistique, la vie culturelle. Ce ne sont pas les seuls amours, mais ce sont des amours fidèles. Oui. Mais alors là, et vous êtes allé à la danse là, hein? Un peu par hasard. Un peu par hasard, quand j'ai décidé que j'allais prendre de la distance par rapport à ce monde de violence féminin. Oui. Finalement, je suis tombée par hasard sur une annonce qui avait déjà expiré d'un poste de directrice générale d'un gros organisme à majorité anglophone, même si officiellement bilingue, mais essentiellement anglophone. Je travaillais plus en français à ce moment-là qu'en anglais. Je me disais, bon, je vais tenter l'expérience. Ils m'ont embauché. Oui. Voilà. Alors, mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes intéressé, vous êtes occupé à la danse. Et alors, vous avez lancé une campagne, j'aime la danse. Hein? Alors,
En fait, le but, c'était de faire en sorte que la danse soit subventionnée, c'est cela? En Soutenue? quelque sorte, en quelque sorte. Vous savez, Sada, il y a un problème, pas seulement au Canada, Oui. c'est mondial. Mais c'est pour ça que Il y c'est a intéressant. un problème mondial de reconnaissance du rôle des artistes et du rôle de la culture dans la société. Les artistes sont vus comme des sortes de parasites Oui. qui, finalement, sont là pour distraire un peu les foules, mais on ne reconnaît pas suffisamment l'importance, y compris économique, de la culture. Hein, on a fait une étude au Canada, 1 dollar de subvention rapportait 7 dollars à des gens qui ensuite payaient des impôts sur ces 7 dollars. Donc l'État était bénéficiaire. Mais il y a une espèce de démagogie. Je pense que c'est probablement concomitant de la crise du capitalisme. On n'accorde plus de place à la transcendance. Il y a une crise, j'écoutais l'émission du professeur Mbaké l'autre jour sur Cheikh Amadou Bamba. Oui. Absolument, il y a une crise spirituelle dans l'entretien. Il y a une crise spirituelle, il y a une crise morale, il y a une crise des valeurs. Et autant l'Occident a tendance à balayer son Dieu, autant l'Occident est en train aussi de balayer ses valeurs, ses fondements. Qui mieux que l'artiste peut être un créateur de valeurs? Qui mieux que l'artiste peut donner une sorte d'oxygène à la communauté? On est dans des mondes où finalement, dès l'enfance, on enseigne aux enfants à devenir des robots sans état d'âme, qui doivent être excellents académiquement, qui doivent être parfaits à tous les niveaux, qui doivent surtout pas être trop turbulents, ou qui doivent... Donc il y a une normalisation de l'individu, et dans cette normalisation, dans cette robotisation, être un artiste, c'est devenu une hérésie totale, c'est devenu une honte. Les parents, de plus en plus, ont honte de dire que mon enfant est artiste. Là où nos anciens, nos ancêtres étaient tellement fiers d'avoir un talent dans leur communauté, on n'aurait pas eu Léonard de Vinci, on n'aurait pas eu Victor Hugo, mon Dieu, on n'aurait pas eu Senghor et Césaire. Mais parce qu'ils étaient reconnus et respectés dans cet état de créateurs de valeurs, de créateurs de beauté, d'hommes de transcendance, d'hommes et de femmes de transcendance. Aujourd'hui, donc, les États, c'est le parent pauvre. La culture, en Afrique, je l'avais vu avec les politiques d'ajustement structurel. Hein, merci la Banque mondiale. Hein. Mais finalement, c'est devenu une sorte de norme mondiale, comme s'il y avait des commissaires aux comptes partout. De ne pas soutenir l'art, la culture. Hein, et puis, il faut couper dans la culture. On ne sait pas où gagner de l'argent. Ils gagnent 3 fois rien en coupant les budgets de la culture. Il ferait mieux de couper certaines dépenses superflues de l'État plutôt que de couper dans la culture qui est fondamentale dans le bien-être des communautés. C'est fondamental. C'est le poumon. Jamais en ce moment, avec la crise depuis 2008, jamais il n'y a eu autant de participation à des spectacles. Donc il y a eu pratiquement un doublement de l'audience dans le monde entier. Et pourquoi? Parce que la société est en crise et les gens ont besoin d'oxygène, d'aller vers la transcendance, vers le rêve, vers le beau. Donc oui, je suis très engagée, très passionnée par rapport à ça. Magnifique plaidoyer. mais dites-moi, vous avez dit quand même quelque chose, puisqu'on parle que la culture doit avoir doit aussi produire de la valeur économique aussi, je veux dire. Vous dites qu'un dollar, ce qui est investi est gagné 7 fois. Oui. Mais c'est partout, mais c'est alors important. Ça, c'est une étude canadienne. Oui, peut-être que c'est ailleurs aussi. Exactement. On est dans le même ratio. Récemment, en France, le gouvernement, donc l'ancienne ministre de la Culture, Madame Filippetti, a organisé une étude avec le ministère de l'Économie pour faire une étude sur l'impact économique de la culture. Et là, aux surprises, le pays, la France, pays qui avait toujours mis en avant son industrie automobile. Oui. Ils ont réalisé que la culture rapportait beaucoup plus. Alors je ne sais plus quel était le ratio, mais je crois que c'est 5 fois plus que l'automobile.
les chiffres sont tout à fait accessibles sur Internet. Hein, donc, c'est pas quelque chose que j'invente. Peut-être qu'il en est ici, partout dans le monde, et qu'on ne le sait pas. Absolument. Qui sait? Absolument. Mais c'est prouvé. C'est prouvé. Tous les rapports. En ce moment, je travaille sur une étude organisée par l'UNESCO sur le statut des artistes dans le monde. Et il est évident que le statut des artistes décline. Aujourd'hui, on va bientôt avoir les résultats de cette étude, mais c'est un fait. La condition des artistes, la paupérisation des artistes est en train de prendre une ampleur sans précédent dans le monde entier, simplement parce qu'il y a des politiques populistes, il y a de la démagogie, et que certains gouvernements en fait, manipulent les foules en disant bah, finalement, oui, vous payez des impôts, il n'est pas normal que ça parte dans ces imbécilités de spectacles ou de livres. Et finalement, ces politiques populistes qui sont en train de gangréner le monde de la culture mondiale, sont en train de faire un ravage au niveau du bien-être de l'humanité. Et le contre-exemple, c'est par exemple le Royaume du Maroc, où là, depuis plusieurs années, aussi pour contrer les tentatives de dérapage, on va dire, qui s'est produit dans la zone Maghreb, le roi a mis en place une véritable politique de festival, une politique culturelle sans précédent dans le Maghreb. Et aujourd'hui, bah, oui, il contient son peuple. Son peuple n'a pas explosé comme il aurait pu le faire, comme c'était attendu de la part de tout le monde. Hein, avec le printemps arabe, on s'attendait à ce que ça explose. Et non, ça n'a pas explosé parce qu'il y a des festivals, parce qu'il y a des expositions, parce qu'il y a une vraie vie culturelle. Une vie culturelle qui fonctionne. Et c'est la même chose à Cuba, et c'est la même chose au Brésil. C'est-à-dire, contenez le mécontentement de vos citoyens en investissant dans la culture. Alors qu'aujourd'hui, les États dits évolués, finalement, font exactement le contraire. C'est une aberration totale. Et vous indiquez que la culture est rentable en plus. Ça, c'est vraiment... Elle est extrêmement rentable. Les dirigeants doivent le savoir. Ils pensent que la culture doit être le parent pauvre du développement. Personne n'investit là-dedans. Et les artistes sont tenus pour des amuseurs publics, rien de plus. Absolument. Vous savez, Sada, alors en anglais, j'avais fait une petite vidéo d'animation, vous savez, un petit film amusant, pour rencontrer le Caucus des Arts et le Parlement canadien. Et je me suis dit, bah, il faut attirer leur attention. Ils sont tellement blasés, les politiciens, de façon générale. Hein. Pas tous, mais souvent. Je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu amusant. Donc, on a fait ce petit film d'animation où on leur montrait des principes qui ont été établis. Il y a des chercheurs dans le monde entier qui ont établi justement le processus de la consommation et qui ont prouvé que tous les biens et services, tous les biens de consommation arrivent à un moment à un niveau de satiété. Donc, plus vous consommez de pommes, il arrive un jour où vous ne pouvez plus, et non seulement vous ne pouvez plus consommer de pommes parce que votre consommation a été trop étendue, mais en plus, vous allez du coup vous dégoûter des pommes et évidemment en acheter beaucoup moins. Et c'est la même chose avec tous les produits de consommation. Donc, il arrive un principe de saturation. La culture est le seul bien de consommation qui, dans le monde entier, c'est prouvé, c'est un principe économique. Plus vous consommez, et plus vous avez le désir d'en consommer, et il n'y a jamais de limite ni de saturation. Autrement dit, et là je m'adresse à nos gouvernements, en tant que citoyenne sénégalaise, j'espère qu'ils vous entendent, mais en tant que citoyenne française aussi, c'est-à-dire que plus vous investissez dans la culture, plus vous subventionnez, plus vous créez d'infrastructures et de conditions qui permettent à des artistes de vivre décemment. Plus vous le faites, et plus vous allez avoir un impact économique qui est vraiment ce qu'on appelle en anglais the ripple effect, donc l'effet boule de neige, puisque vous allez consommer un spectacle, vous aurez envie d'acheter une partition, et de prendre un cours de danse, et de prendre un cours de musique, etc., etc., etc. Et finalement, la culture, cet effet d'entraînement, c'est le seul secteur de l'économie où on note ça. Oui, et puis, alors ce que vous dites prouve que la culture, peut-être n'a même pas besoin de subventions pour se financer, si on finançait elle-même, si on l'aide à se développer.
C'est cela? À la base, il est très difficile, sans subvention. Oui. J'ai été une fervente passionnée